Salut, je m'appelle Samuel Strouk, je suis compositeur et guitariste, et ça fait voilà, une bonne vingtaine d'années que j'écris de la musique pour différents types de formations, notamment beaucoup de musique symphonique, et pas mal de concertos dans la musique symphonique, des pièces concertantes pour certains solistes, et c'est vrai que c'est devenu un petit peu une de, entre guillemets, mes spécialités, c'est d'écrire particulièrement pour des interprètes. Donc c'est vrai que d'écrire pour le quintet Iguaçu, ça a été écrire pour chacun des interprètes du quintet, et en ce sens c'était complètement dans ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire aller vers la musicalité et la technicité de chaque musicien. Alors c'est vrai que je suis également guitariste, et que en tant que guitariste, je joue avec pas mal de musiciens différents depuis de nombreuses années, et j'ai particulièrement été dans des tournées, des concerts dans le milieu entre guillemets du jazz avec pas mal de musiciens improvisateurs. Alors, qu'est-ce qui fait sens entre écrire et improviser ? L'improvisation, c'est une forme de création instantanée, en fait, avec des réservoirs de choses qu'on connaît, avec un certain nombre de matières qu'on a absorbées pendant des années, qu'on a aimées et qu'on a intégrées, et qui revient au moment de l'improvisation, au moment T, dans notre jeu et dans notre langage. Donc, effectivement, moi j'articule ma vie entre de la composition, particulièrement pour orchestre, symphonique, des concerts, avec des concerts assez virtuoses à la guitare. Je joue avec des musiciens qui demandent beaucoup de virtuosité autour d'eux, donc il y a un travail technique un peu important. Et de la production aussi, je suis directeur artistique d'un festival en Ile-de-France qui s'appelle Maison Lafitte Jazz Festival, donc, qui est quand même assez important maintenant et qui prend pas mal de temps, en direction artistique, en production, en coordination. Et par ailleurs, je suis papa de 2 enfants aussi, donc papa, c'est aussi un boulot à temps plein, ça s'arrête pas, et puis ça fait que s'amplifier année après année. Donc en fait, ce qui fait sens dans tout ça, pour moi, c'est la variété et le contraste des activités. Moi, j'ai toujours aimé être challengé par les gens autour de moi, par les demandes de rendu, par les commandes, par les moments importants où il faut livrer quelque chose, où il faut dévoiler quelque chose, etc. Et c'est vrai que d'alterner entre travailler son instrument, développer son écriture, écrire pour des gens, booker un certain nombre d'équipes pour organiser un événement, et puis donner des biberons, c'est quelque chose qui m'a pas mal plu dans la vie. Voilà, ça m'a donné différents challenges, et je me réalise surtout dans cette variété et ce contraste entre les choses. Alors moi j'ai commencé la musique, en réalité j'ai commencé à écouter de la musique très tôt dans ma famille. Il n'y a personne qui était musicien, mais il y avait beaucoup de sensibilité, une sensibilité un peu à fleur de peau du côté de ma maman, comme du côté de mon papa et de leurs parents eux aussi. Toujours une famille très sensible à ça, et donc en fait, sans le savoir, j'ai été dès le départ, assez riche de certaines traditions. La musique shahabi, mon père venait d'Algérie, la musique yiddish, et la musique classique aussi, parce que traditionnellement, mon grand-père avait une collection de musique classique, etc. Alors dans l'apprentissage, moi j'ai commencé par le piano, et je me suis mis à la guitare au conservatoire, en même temps que je me mettais à apprendre la percussion africaine. Tout seul. Je suis parti à l'âge de 16 ans et demi avec 3 copains au Burkina Faso, tout seul. Avec eux, on est parti un mois et demi pour travailler la musique africaine, travailler la musique mandingue, s'enrichir avec comment dirais-je, cette démarche qu'avaient les griots sur place, particulièrement le djembé, mais aussi tous les instruments autour, le chant, la danse, toute cette culture-là. Et j'ai eu la même approche avec la musique cubaine. J'ai eu la chance de voyager beaucoup en tournée en Inde, au Pakistan, au Sri Lanka, au Népal, donc je me suis beaucoup enrichi aussi des musiques hindoustanis, des musiques carnatiques. J'ai eu aussi la chance de partir aux États-Unis et à New York, de pas mal jouer avec des gens là-bas, donc de recevoir un peu cette incarnation du jazz qui était vraiment très présente à New York. Et en gros, moi j'ai toujours mélangé dans mon approche une approche académique, où j'apprenais des partitions, où je développais ma technique de guitare classique pour aller passer un prix au conservatoire, je travaillais la musique de chambre, etc. Et les musiques traditionnelles. Et ça s'est fait en même temps, il n'y a pas eu l'un avant l'autre ou l'un après l'autre. Et je pense que dans mon intérieur, dans mon fort intérieur, les deux aussi étaient déjà mêlés par l'héritage un peu culturel de mes parents. Ce que j'aime beaucoup, c'est pas tant les styles, mais
mais l'aspect humain en fait dans la musique. Et c'est vrai que dans les musiques traditionnelles, par exemple, la tradition, en fait, ce que ça veut dire la tradition, pour moi, tel que je le ressens, c'est une espèce de filtre de génération en génération qui s'exerce sur les différentes idées musicales, les différentes propositions musicales de chaque individu, tu vois, d'une tradition donnée. Et les générations retiennent ceci, cela, pas ceci, pas cela. Et ça constitue une forme de filtre qui fait qu'à la fin, tu vois, sur une musique traditionnelle qui a 600, 800 ans, des milliers d'années d'existence, le matériau musical qui reste, c'est du matériau extrêmement sélectionné, qui a fait ses preuves, qui a touché des individus de génération en génération. Et donc ça c'est quelque chose que j'aime. Mais du coup, ça peut intervenir dans n'importe quel type de style. Je vais me régaler à écouter du blues comme écouter de la musique brésilienne, comme écouter de la musique cubaine, etc. J'ai pas de préférence, mais en revanche, l'aspect humain, ce que les hommes ou les femmes ont façonné dans cette musique avec le temps, ça me touche. Et en général, quand il y a une voix ou un instrumentiste qui d'un coup vient avec une sincérité incroyable jouer un petit bout de musique, ça en général, ça attire mon attention. Et je trouve que c'est là-dedans qu'il y a des trésors, quoi. Tu vois, de musique à trouver dans des petites choses souvent, mais voilà, et ça part souvent d'une certaine forme de sincérité liée à l'aspect humain des choses, la façon d'exécuter, la façon de proposer la musique, quoi. Moi, ce que je trouve qui est super dans ce projet, c'est que c'est pas un projet qui arrive de nulle part. En fait, la pièce que j'ai composée pour le quintet Iguaçu, là, c'est une pièce qui vient après un certain nombre d'années de prise de contact entre eux et moi, de travail entre eux et moi sur plein de choses. C'est un aboutissement de quelque chose. Iguaçu, ils ont joué une pièce de moi qui s'appelle Le Rêve de Maya, qu'ils ont arrangé, ils ont fait un travail incroyable dessus. Ils se sont dit, c'est une pièce de musique symphonique au départ, c'est un double concerto pour violoncelle, accordéon et orchestre. Et ils se sont dit, nous on va le jouer, on est en quintette, on le fait, quoi. Et puis, en plus de ça, je pouvais pas leur donner les partitions parce que l'éditeur était pas d'accord, etc. Ils se sont pris le truc, ils ont tout relevé, ils ont fait leur travail et ils sont arrivés à un arrangement qui est hyper joli, qui marche très bien, et auquel j'ai pu assister en concert l'été dernier. Et donc ça commence comme ça, ce lien avec Iguaçu. Et donc ils jouent ma musique, et puis d'un coup ils se disent, on va faire un deuxième disque, est-ce que là on pourrait pas passer à une étape un peu supérieure, c'est-à-dire que t'écrives quelque chose pour nous. Et moi ça m'a fait vachement plaisir, parce que quand il y a des musiciens qui déjà apprécient mon travail et qui en plus me demandent d'aller plus loin, évidemment, c'est super à faire, et j'étais ravi, tu vois. Et donc pour écrire cette pièce, j'ai fait le travail dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai dit, eux, ils se sont approchés de moi, ils ont approché ma musique et ils l'ont mise dans leur façon de jouer. Moi, maintenant, je vais m'approcher d'eux, je vais m'approcher de leur façon de jouer, de leur façon de sonner ensemble, et je vais leur écrire quelque chose pour aller vers là et le développer à ma façon, quoi, sur ma couleur, quoi. Et donc, ce projet et cette œuvre sur leur album, voilà, c'est le fruit vraiment d'un aller-retour qui s'est fait sur plusieurs années avec eux. Et donc voilà, on a fait des séances de travail, on s'est rencontrés, on a discuté sur ce qu'ils attendaient de cette pièce, voilà, comment ils jouaient chacun à titre individuel, comment ils jouaient ensemble. Je les ai écoutés, je les ai enregistrés, et après coup, voilà, j'ai sorti cette thématique-là, ce morceau qui s'appelle Djeli Tangoso. Et alors Djeli Tangoso, qu'est-ce que ça veut dire ? Djeli, c'est le griot en Afrique de l'Ouest, en musique mandingue, et tango, c'est le tango, et so, c'est la maison aussi en griot. Et donc voilà, Djeli Tangoso, c'est la maison des griots du tango. Et j'ai trouvé que c'était en lien avec mes influences, en lien avec des choses qui m'ont parlé depuis longtemps, et en même temps en lien avec une espèce de nouvelle direction pour eux. Parce que je ne crois pas dans le répertoire d'Iguaçu qu'il y ait eu des excursions vers la musique africaine d'une certaine façon, quoi. Et donc voilà, là l'idée c'était d'apporter évidemment le quintet Piazzolla, le tango, toute cette culture, tout cet ancrage, mais qui va aller mordre un peu sur des territoires de musique mandingue, sur des territoires de musique traditionnelle d'Afrique de l'Ouest, quoi. Alors
il y a une petite anecdote sur la création, enfin sur l'écriture, sur la composition de Jelly Tangoso. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, le quintet Iguaçu, et Winan d'ailleurs, qui s'en occupe, parce que c'est lui qui a pris contact avec moi, me dit, bon voilà, on va enregistrer, le planning est comme ça, on se met d'accord en avance, il faut livrer la pièce entre Noël et le jour de l'an. Parfait, moi ça correspondait à mon planning, je suis très bien. Je commence à composer, j'écris, et puis j'arrive à une pièce qui me correspond, mais dans laquelle je trouve il manque une étincelle, ça va pas, tu vois, il y a un truc je me dis, oui, je pourrais envoyer ça, il y avait du travail, je peux envoyer ça, mais en même temps, je me sens pas d'envoyer ça. Je me dis, si j'envoie ça, je suis pas raccord avec moi-même. Je sais que, ils vont recevoir la pièce, c'est le travail que j'ai fourni, ils vont faire le maximum pour en jouer, en faire quelque chose, et ça donnera une pièce qui existe. Mais je sens au fond de moi que il y a un truc qui marche pas, il n'y a pas tu vois. Et du coup, je commence à appeler Winan, je lui dis, écoute, il me faut encore un peu plus de temps pour travailler, est-ce que tu peux... Il me dit, bon, ok, d'accord, bon, on parle d'une semaine, 10 jours, puis en fait, ça vient pas, puis je suis assez occupé aussi sur d'autres choses, il y a d'autres choses dans ma vie qui font que j'ai, à un moment donné, un peu moins le temps d'y revenir, etc. Et puis je commence à rentrer dans une phase où je rame, quoi, clairement. J'arrive pas à m'y mettre, à finir comme il faut. Il faudrait que j'y passe 3-4 jours et qu'il y ait cette espèce de feu de l'action. Et en fait, ça vient pas comme il faut, donc je repousse. Puis au bout d'un moment, il m'appelle et il me dit, mais là, faut vraiment pas tarder quand même, parce que l'enregistrement, c'est dans pas longtemps. Nous, il y a le planning, et en fait, il faut que... Parce que bon, une pièce, il faut se l'approprier. Il y a des traits, c'est quand même virtuose que je leur écris, je les pousse un peu par endroits sur des choses, et puis c'est pas tant la virtuosité individuelle que, je dirais, la virtuosité de l'ensemble, la verticalité, la difficulté à jouer ensemble la pièce Jelly Tangoso. Et du coup, je me dis, Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que on se met d'accord sur une dernière date de livraison avec Winan, il faut vraiment pas dépasser ça, je dis ok, sauf qu'au milieu, moi j'avais un départ pendant une semaine en Côte d'Ivoire, et pour un projet que j'avais. Et donc je pars en Côte d'Ivoire, et là, en Côte d'Ivoire, j'ai vécu une expérience humaine. J'étais pas retourné en Afrique de l'Ouest depuis 1997, donc ça faisait 29 ans quasiment que j'étais pas allé en Afrique de l'Ouest. Donc pour moi, c'était un retour très important, parce que ça a été un marqueur dans ma vie. L'Afrique de l'Ouest, c'était le Burkina Faso en 97. Et ça a été un marqueur très important qui m'a beaucoup, beaucoup influencé, que ce soit musicalement et humainement, parce que il y a des populations qui ont un niveau de spiritualité, un comportement social, des valeurs qui sont complètement différentes des nôtres, et qui m'avaient beaucoup influencé. Et donc 29 ans après, au moment où je dois rendre Jelly Tangoso, je retourne en Côte d'Ivoire, et là je passe une semaine à Abidjan, et là je sors de cette semaine à Abidjan, mais j'ai repris l'énergie de mes 18 ans, quoi. J'ai repris une énergie que j'avais pas eue, parce que j'ai revu ces gens, c'était en Côte d'Ivoire, c'était différent, mais j'ai revu ces gens-là, j'ai retouché cette culture-là de près, on a repartagé de la musique avec plein de griots, etc. Et là en rentrant, c'était une évidence, quoi. Là je suis arrivé, j'ai tracé sur la pièce, et là j'avais effectivement du coup, cette étincelle qui manquait au départ et qui tournait pas rond pour moi, avec toutes les notes, tout ce que j'avais déjà écrit, les traits. Et là, je suis venu ajouter une dernière couche qui, en tout cas pour moi, donne toute la dimension à la pièce. Et du coup, quand je l'ai rendu à Winan, j'étais vraiment satisfait. J'ai dit, ça c'est le morceau que j'écris pour vous.